Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous recevoir. Donc, je me présente, moi je suis le docteur Verapa, donc je suis médecin responsable du CMP de l'hôpital de jour du G08, donc rattaché au CHU, et je suis avec ma collègue le docteur Porte. Amélie Porte, du coup, psychiatre également au CHU, et je travaille principalement en centre d'accueil de crise. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui donc le parcours de soins ambulatoires qu'on a monté maintenant depuis 2 ans pour les patients souffrant de troubles borderline sur le secteur, donc la thérapie comportementale dialectique, donc qu'on fait au CMP. Voilà. Pour commencer, on vous présente un modèle, donc le modèle fait par Marshall Linehan, donc Marshall Linehan qui est la personne qui a créé la TCD. Donc ce modèle, c'est un modèle que les patients connaissent par cœur. Ça, ils en ont ras-le-bol de ce modèle, parce qu'on en parle tout le temps. Ce modèle explique que pour développer un trouble border, il faut qu'il y ait 2 facteurs qui se rencontrent. Donc il y a d'abord le facteur génétique. Donc on part du principe que ce sont des patients qui ont une vulnérabilité émotionnelle. Donc c'est des enfants, des bébés, on en a parlé juste avant, qui ont une hypersensibilité aux émotions, mais que ce sont des enfants qui évoluent dans un environnement invalidant. Donc un environnement invalidant, pareil, on en a parlé dans les présentations précédentes, mais ce sont des environnements donc, qui peuvent aller à des choses entre guillemets assez banales, comme quand un enfant pleure, arrête de faire ton bébé, arrête d'exagérer, arrête de ci, arrête de ça, jusqu'à des événements traumatiques. Donc on en retrouve énormément chez les patients border, donc avec notamment des traumas physiques, psychiques ou sexuels. Quand il y a ces 2 facteurs qui se rencontrent, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a une dysrégulation émotionnelle. Donc la dysrégulation émotionnelle, c'est quand l'émotion monte très très vite, très très haut, très très fort et redescend très lentement. Il y aura une diapo juste après, on vous expliquera. Et donc cette dysrégulation émotionnelle, ce que ça amène, c'est que en fait, les patients, quand ils ont ces émotions qui montent très très haut et très très vite, la seule manière qu'ils ont de les gérer et de refaire descendre, c'est d'avoir un comportement problème. Donc le comportement problème, on parle de troubles du comportement type scarification, tentative de suicide, mésusage de traitement, d'alcool, etc. Ce comportement problème, alors on en a, c'est pour ça que les patients le connaissent par cœur et les proches aussi, on rencontre beaucoup les proches, c'est qu'en fait, ça boucle en permanence. C'est-à-dire que le comportement problème chez le patient va renforcer la dysrégulation émotionnelle. Ça va évidemment renforcer l'environnement invalidant, parce que les proches vont encore moins comprendre pourquoi après avoir demandé de ranger le lave-vaisselle, sa fille s'est scarifiée. La mère n'a pas compris, mais en fait, c'est la dysrégulation émotionnelle qui fait ça, on l'explique après. Voilà, ça boucle en permanence. Ce schéma-là permet aussi d'expliquer les critères diagnostiques du trouble border aux patients. Tout ce qui est vulnérabilité émotionnelle plus environnement invalidant, c'est ce qui va donner. Donc on a parlé, une des présentations a parlé de l'hypersensibilité interpersonnelle. Ça donne évidemment des relations interpersonnelles instables, des efforts effrénés contre les abandons. Enfin, vous connaissez les critères. La dysrégulation émotionnelle, ça peut expliquer la labilité de l'humeur, les colères intenses, le sentiment de vide chronique, l'image de soi instable et les idées de persécution et de dissociation quand les émotions sont très intenses. Et les comportements problèmes, ça donne les comportements auto-agressifs et l'intuitivité marquée dans plusieurs domaines. Les autres, on en a parlé, la dysrégulation émotionnelle, donc ça aussi c'est le 2e schéma que les patients et les proches connaissent par cœur. Ça donne, donc encore c'est le schéma qui est proposé par Marshall Linehan. On part du principe que quand il y a un facteur de stress, là où une personne n'aura pas de dysrégulation émotionnelle, donc ça va être la courbe bleue, ça va monter, puis ça va redescendre. Alors que quelqu'un qui a une dysrégulation émotionnelle, ça va monter très haut, très vite, très fort, et ça va redescendre beaucoup plus lentement. Ce qui fait que si jamais il y a un 2e facteur de stress qui intervient, en fait, la personne qui a une dysrégulation émotionnelle ne sera pas revenue à son état de base. Donc en fait, l'émotion va remonter en partant déjà de plus haut par rapport à quelqu'un qui n'a pas une dysrégulation émotionnelle. Et donc ça va très vite atteindre un niveau insupportable par le patient, et c'est là où va apparaître des comportements problèmes pour faire redescendre le stress ressenti. Ça donne des trucs très classiques, on se lève en retard, du coup je suis déjà stressée, je cours et puis en fait j'arrive pile au moment où mon bus passe devant moi, c'est intolérable et je me scarifie par exemple.
Ça explique aussi, du coup, en fait, ce schéma-là, quand on l'explique aux patients, quand on l'explique aux proches, quand on l'explique nous aussi aux urgences, sur des gardes, c'est quelque chose qu'on explique très souvent. Ça parle à énormément de monde, en fait. Et ça revenait à ce qui a été dit à la toute première présentation. Quand on explique aux patients que c'est un trouble et que c'est pas une volonté ou quoi que ce soit, ça soulage beaucoup. Juste rapidement quelques chiffres sur le trouble de borderline. Donc on en a parlé, mais ça augmente le risque de décès par suicide. Ça augmente, il y a une prévalence qui est augmentée en termes de tentatives de suicide jusqu'à 85% dans cette population-là. C'est une population qui utilise de manière intensive donc les soins, mais pas que les soins psychiatriques. Il y a aussi beaucoup de comorbidités somatiques. Et il y a, et on en a déjà parlé, mais donc beaucoup d'hospitalisation. Et donc c'est un coût aussi important en termes de santé. C'est aussi ce qui va justifier la mise en place sur le secteur de la TCD. Pathologie fréquente qui demande du temps, on en a parlé, et des soins qui sont spécifiques et un peu peut-être différents de ce qu'on peut apprendre, qu'on n'a pas d'ailleurs appris parfois, en tout cas pendant nos études. Et puis, c'est important de prendre en charge ces patients parce qu'en été, il y a les thérapeutes qui évitent ou qui peuvent susciter le rejet, donc c'est important, il faut pouvoir le proposer. Il y a 4 types de psychothérapie qui sont recommandés actuellement, en tout cas validés, on va dire, dans les études, que sont la TCD, la thérapie comportementale dialectique, la thérapie basée sur la mentalisation, la thérapie des schémas et la psychothérapie focalisée sur le transfert, qui s'apparente à la type de psychanalyse. Donc on a choisi la TCD. C'était aussi formé mentalisation, qui est aussi une thérapie qui propose des groupes, mais on est plutôt parti sur la TCD. La TCD, rapidement, elle est proposée dans Marshall Inern, en tout cas dans sa forme flux classique, en 4 parties. Donc il y a le prise en charge groupale, le prise en charge individuelle, un coaching téléphonique et des interventions. En sachant que, voilà, on a mis en place la TCD, mais on a fait aussi avec les moyens qu'on avait. Donc, on fait la prise en charge globale et la prise en charge individuelle, mais sur la formule de vraiment 6 mois. Il y a des versions plus courtes, des versions avec pas tous les modules. Il y a des versions pour les adolescents qui prennent en charge des parents pendant les groupes, etc. Nous, on fait la forme classique adulte, puisqu'on travaille en secteur adulte. Grosso modo, la prise en charge groupale, alors les patients, on leur donne un classeur de 500 pages recto-verso. La prise en charge, c'est sous forme, alors on leur dit un peu comme des cours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout un groupe de parole ou quoi que ce soit, on leur apprend des compétences à mettre en place. Donc c'est toutes les semaines. Et donc c'est un groupe semi-ouvert, nous on a 10 patientes actuellement. Et la prise en charge individuelle, grosso modo, on va voir en individuel à quel point elles arrivent à mettre en place les compétences dans la vie de tous les jours. Et c'est là aussi où ça nous permet, nous, de gérer tout ce qui est traitement, etc. en parallèle. Le coaching téléphonique, dans la forme classique de Marshall Inern, c'est censé être 24 heures sur 24. Évidemment, ce qu'on ne fait pas. On n'a pas précisé, mais on est qu'à 2. On est à 2. Et on n'est pas remplacé sur nos activités annexes quand on est sur la TCD, donc c'est un peu compliqué. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que nos patients inclus dans le groupe TCD, on donne la liste de ces patients, évidemment avec leur accord à vigilance. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif. Comme ça, ils savent si ce sont des patients qui sont inclus en TCD, du coup, ils savent comment gérer la crise en termes de coaching téléphonique, parce que c'est une prise en charge assez particulière. Et l'intervision, on se plaint à 2, on se supervise ensemble, voilà. Pour avoir du recul. Les critères d'inclusion, nous on a choisi ces critères-là, mais pour le coup c'est pas ceux qui sont précisés dans la TCD. Donc nous on a choisi des patients qui sont déjà suivis par un psychiatre, dépendant du secteur du coup, avec un diagnostic de trouble border depuis 1 an et qui surtout est déjà donné aux patients, et avec des comportements dysfonctionnels sévères. Parce qu'on s'est dit de toute façon c'est nous qui allions les prendre en charge, donc voilà, on va vraiment chercher
on cherche vraiment à proposer la TCD aux patients qui en ont le plus besoin. Donc c'est vraiment pas facile au quotidien, mais c'est vraiment des patients qui passent à l'acte tout le temps, qui passent aux urgences 5 à 6 fois par semaine, qui ont des comorbidités addictives assez sévères, etc. Donc on propose ces soins à ces personnes-là. Et depuis peut-être 1 ou 2 mois, pour éviter d'avoir une liste d'attente assez longue, on essaie d'alterner, on ne prend plus que 8 sévères et 2, entre guillemets, non sévères sans passage à l'acte pour avoir une version un peu plus light. Du coup, je ne sais pas si on explique après, mais c'est 6 mois, plus ou moins renouvelable, 6 mois. Les modules étant tellement intenses que parfois, surtout sur les profils César, il y a besoin que ça dure 1 an. Et donc, en fait, on a une liste d'attente qui n'avançait pas non plus. Et on voyait quand même des jeunes, surtout, il n'y avait pas encore trop de critères de gravité. Et en fait, qu'on faisait attendre. Et on s'est dit, parce qu'on faisait passer les gens plus graves, on s'est dit, mais ça va pas du tout. En fait, on peut pas. On a fait un peu de lisse pour pouvoir proposer de manière précoce à ceux qui rentrent dans les soins, qui n'ont pas encore trop de troubles de comportement, tout de suite proposer l'apprentissage des compétences. Et à côté, continuer à apprendre un peu de manière urgente des patients qui ont vraiment un risque très fort en termes de suicidalité. Et donc, au moment du rendez-vous d'inclusion, on leur propose donc ce fameux contrat anti-suicide, donc qui fait partie de la TCD. Donc, on vous a donné ici l'exemple du contrat. Donc, on leur explique à quoi ça sert la TCD, quels sont les objectifs nous visés. Les études le montrent que ça réduit les comportements suicidaires et auto-agressifs, que ça permet de réduire les comportements qui empêchent le bon déroulement des soins. Donc, par exemple, tout ce qui est mise en échec, etc., les termes qu'on peut employer, c'est quelque chose qui est travaillé aussi en TCD. Et donc, on leur demande, notamment, entre autres, de ne pas passer à l'acte. Alors, ce qui choque les patients au début, alors en fait, on précise, on ne leur demande pas de ne pas avoir envie, on leur demande juste de ne pas passer à l'acte. Si jamais il y a un passage à l'acte, il y a une clause comme quoi on ne les voit pas pendant 24 heures. Pourquoi ? Parce que en fait, alors ça a été un peu dit, ça a été dit dans les présentations précédentes, mais sur le système pavlovien de conditionnement, les patients peuvent vite avoir un espèce de conditionnement de je passe à l'acte, donc vous allez être présent pour moi. Et en fait, l'idée, c'est d'aller casser ce truc-là, et on leur explique qu'en fait, au plus vous allez faire des efforts, au plus on sera là. Par contre, s'il y a un passage à l'acte, c'est pas de la punition, c'est juste que on ne prendra pas, on ne vous verra pas dans les 24 prochaines heures. Et finalement, c'est assez bien compris par les patients et c'est aussi compris par les proches. Donc voilà, le contrat. Donc, la prise en charge TCD en pratique, donc on reprend donc ce fameux schéma que les patients connaissent par cœur, et donc en fait il y a dans le schéma, la forme groupale, du coup il y a 4 modules. Donc on part du principe que les patients border de par le trouble manquent de certaines compétences. Et donc le premier module, ça va être de la pleine conscience. Donc on va aller travailler la vulnérabilité émotionnelle. Il y a tout le module régulation des émotions, donc qui va jouer sur la dysrégulation émotionnelle. Le module tolérance à la détresse, qui va jouer sur les comportements problèmes. Donc notamment dans ce module-là, on leur demande de créer une boîte à outils au moment, quoi faire quand ça va pas. Et il y a tout un module qui travaille l'efficacité interpersonnelle, avec notamment comment faire des demandes sans passer par les actions, comment mettre fin à des relations toxiques, etc. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'apprentissage des compétences qui est fait en groupe. Encore une fois, c'est pas du tout un groupe de parole. Et on leur apprend notamment à, donc ça on l'apprend assez vite, on leur apprend à remarquer leur niveau de tension, parce qu'en fonction de leur niveau de tension, on va leur proposer d'utiliser tel ou tel module. Notamment si elles sont, par exemple, si les patients sont au-dessus de 60 à 70% de degré de stress, d'inconfort, etc., on leur apprend à utiliser les compétences du module tolérance à la détresse. Si c'est en dessous, on leur apprend en fonction du problème, soit d'utiliser des compétences de régulation des émotions, soit d'efficacité interpersonnelle. Et de manière plus basique, on leur demande de faire de la pleine conscience quand elles sont
relativement stable. Donc ça, c'est en groupe. Et en individuel, on leur demande donc toutes les semaines de remplir un agenda hebdomadaire. Enfin, en fait, tous les jours, elles doivent remplir cet agenda-là. Donc, en fait, ça nous permet de... En fait, on leur demande, est-ce que vous avez envie de vous suicider? Est-ce que vous avez des comportements autodommageables? Est-ce que vous avez bien pris ou non vos médicaments? Est-ce que vous avez consommé des toxiques? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à utiliser vos compétences après en groupe? Donc ça, c'est quelque chose, du coup, on voit, nous, en individuel. Donc au dos, elles ont un résumé de toutes les compétences apprises. On leur demande d'entourer quelles compétences elles ont utilisées. Donc il y a les 4 modules. Et surtout, quand il y a un passage à l'acte ou quand il y a des scarifications ou des comportements problèmes, on fait ce qu'on appelle une analyse en chaîne. Donc qui est aussi, ça c'est le gros point fort du suivi individuel. Alors très rapidement, en fait, on leur demande, ok, donc quel a été votre comportement problème? Donc par exemple, je me suis scarifiée. On leur demande qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes juste avant. Par exemple, j'ai envoyé un message et mon copain ou ma copine ne m'a pas répondu. Ok, très bien. Est-ce que ces derniers temps, il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que vous êtes plus fragile en ce moment? Bah oui, je consomme des toxiques, j'ai repris l'alcool, je prends pas bien mes médicaments ou je dors mal, par exemple. Et donc, on part de l'événement déclencheur. Donc, j'ai envoyé un message et j'ai pas eu de réponse. Et en fait, on va demander de décortiquer tout ce qui s'est passé jusqu'au passage à l'acte. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai... Enfin, peu importe, les émotions, les actions, les pensées, les sensations corporelles. Et ensuite, on demande, ok, donc tout ça, vous avez fait tout ça, vous avez ressenti tout ça jusqu'à votre passage à l'acte. Et ensuite, quelles ont été les conséquences de ce passage à l'acte? Donc, très souvent, les patients vont dire, en fait, ça m'a fait vraiment du bien, je me suis sentie apaisée, ça m'a fait du bien. On va leur demander, ok, mais ça a duré combien de temps? Et en fait, ils vont vous dire, ça a duré, 5 minutes. Parce que là, tout de suite, ça m'embête parce que je suis aux urgences, parce que mes parents me faisaient confiance et là, ils me refont plus confiance, donc ils vont cacher toutes les lames, ou alors j'ai pas... Enfin, voilà, ils vont très vite, en fait, critiquer le geste. C'est là où vous allez avoir la porte d'entrée de la critique, la porte d'entrée de la critique du geste. Et du coup, vous allez revenir sur les bulles, donc les liens, en disant, très bien, là, vous aviez fait ça, est-ce que vous auriez pu faire autre chose? Et en fait, on va décortiquer avec des stratégies... de ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation, point par point, sur les sentiments, les comportements, les actions. Qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place? Le côté vulnérabilité, on va leur demander, donc ça permet aussi de faire de la prévention, qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter d'être dans un environnement vulnérable? Donc reprendre les traitements, arrêter les consommations d'alcool, etc. Et les conséquences, on en a parlé dans les présentations d'avant, mais c'est pour responsabiliser quand même un peu les patients, qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour réparer un peu, typiquement, si y a une crise classique et que le patient a cassé un vase, en fait, il faut acheter un nouveau vase, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est fait en individuel, et c'est très important d'expliquer aux patients que tout ce qui est passage à comportement problème, on ne parle pas en groupe parce qu'il y a un phénomène de contagion qui est possible, qu'on a déjà vécu. Le premier mois, il y a une patiente qui a parlé de scarification et du viol, et du coup, nos 9 autres patientes se sont dissociées. Donc, c'était un gros moment de solitude. Donc, vraiment, on leur demande de ne pas parler de ça en groupe, mais de vraiment, le suivi individuel est fait pour ça. Rapidement un petit peu donc, les objectifs, et puis on en a déjà parlé, donc les objectifs principaux, et ça c'est ça donne marche linéaire, hein, mais donc c'est arrêter les comportements suicidaires, les automutilations, les hospitalisations. Donc globalement c'est du plan de crise ou de la tolérance à la détresse. Et puis les objectifs secondaires développés un peu à des autres modules, c'est surtout développer des compétences en termes de régulation émotionnelle et d'efficacité dans les relations interpersonnelles. Il y a jusqu'à des objectifs tertiaires, on en a parlé juste avant, mais c'est notamment prendre en charge le trauma. C'est des patients qui ont énormément de troubles de stress post-traumatique et qui sont souvent pas exposables parce qu'il y a beaucoup de passages à l'acte, et du coup ça permet ça de stabiliser. C'est vraiment la première phase de stabilisation avant l'exposition en psychotrauma. Et donc c'est ce qu'on remarque en clinique en fait depuis maintenant 2 ans. On a remarqué que les 6 premiers mois, donc en fait les 6 premiers mois on a pris des patients donc très sévères, donc avec des CNEP, des gros moments de dissociation, l'anorexie sévère, vraiment des patients très sévères.
Et au bout des 6 premiers mois, on a eu un truc alors qui, moi, j'avais jamais vu, en tout cas qui était pas, enfin moi, j'avais pas lu dans les études. Peut-être que je suis passée à côté, mais les patients nous ont dit, en fait, c'est très bizarre parce que je vais beaucoup mieux, mais je suis blindée de trauma et il y a des souvenirs que j'avais pas qui reviennent. Donc ça montre à quel point vraiment la stabilisation des émotions en fait permet d'avoir beaucoup moins de dissociation, beaucoup moins d'évitement, donc de passage à l'acte, de consommation toxique, etc., qui peuvent être du coup des comportements d'évitement quand il y a du trauma. Et du coup, les patients sont vraiment plus à même d'avoir accès à leur trauma sans comportement problème. Donc ce sont des patients qui du coup sont... Enfin voilà, du coup, c'est des patients qu'on a pu du coup exposer par la suite en EMDR notamment et qui, enfin, ça a super bien marché quoi. Notamment les patientes CNEP, etc. On parlait de rémission tout à l'heure. Au bout d'1 an de suivi avec exposition, il n'y a plus du tout de CNEP, de passage à l'acte, de consommation toxique. Et ce sont des patientes aujourd'hui qui retravaillent notamment, qui ont repris une vie sociale, familiale, etc. Bon, on en a parlé du coup à l'instant, l'objectif à long terme, donc stabilité affective et identitaire, reprise d'un parcours scolaire ou professionnel, capacité à gérer les facteurs d'adversité. Donc ça c'est, on le voit tous les jours, enfin les patients nous disent si on m'avait dit il y a 1 an que j'aurais pu faire ça ou ça ou ça, je vous aurais pas cru. Et autonomisation et réinsertion, très important aussi pour le rétablissement des patients. Les limites. Je crois qu'on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est que c'est une thérapie du coup qui prend du temps et pas que pour nous. Ouais, on a beaucoup de temps de préparation, d'encadrement. Et puis après aussi, nos collègues en secrétariat, organiser les plannings quand c'est des sujets intensifs. Voilà, il faut qu'on reste aussi disponible entre l'individuel et les groupes, etc. Les inclusions, les sorties de groupe, comme c'est un cours semi-ouvert, vraiment toutes les 6 semaines, le livre au cas qui sort qui est en coin. Donc voilà. La durée plus en charge, on en a parlé, il y a des atomes, donc là on va voir comment on peut mieux gérer ça. L'impact sur les thérapeutes. Donc à vous cacher qu'à remarquer quand même a été facile. Je pense qu'on en a parlé, mais la question est super dure. Je pense qu'il faut vraiment en parler entre collègues. Ne pas s'enfermer dans une prise en charge pour pouvoir avoir du recul, pour pouvoir être dialectique, pour pouvoir se demander est-ce que là on est bénéfique ou pas, qu'est-ce qu'on crée, est-ce qu'on est délétère de part, re-questionner de mauvais soins qu'on propose, et puis après en discuter avec le ou la patiente évidemment, mais la supervision c'est vraiment hyper important. Et puis nous, nos limites, c'est les ouvertures de CT qui sont de 2h à 7h. Et c'est pas toujours simple pour les patients, notamment quand ils travaillent. Et comme on a pas maintenant des patients moins graves, qui du coup parfois travaillent dans aussi des études, on a un petit frein pour cette population-là qui nécessite aussi des soins, mais à qui on a plus de mal à poser en fait. Voilà. Bon. Ja, où est-ce que recommander? Peut-être le sans fil. Que le fil de fils. Moi, je me demandais, vous avez parlé de Cochrane et d'engagement pour anti-suicide, et toutes ces ruptures de soins, encore de l'acclusion dans le couple, s'ils ne viennent pas des séances, ce sont pas non individuels, comment ça se passe, comment vous gérez? On est assez proactif, c'est-à-dire qu'en fait, alors on leur dit déjà que le seul moyen d'être exclu entre guillemets du groupe, c'est de ne pas venir 4 fois consécutivement sans prévenir. C'est dans le contrat en fait. C'est ça, c'est dans le contrat. Il y a des patientes, notamment là en ce moment, il y a une patiente qui ne vient pas depuis 2 mois, mais qui prévient à chaque fois. Donc en fait, on l'attend à chaque fois, du coup. Toujours dans l'idée de, elle met pas en soin les... voilà. Donc nous, ce qu'on demande, c'est on les appelle souvent avant. On essaie d'être proactif, on demande aussi au secrétaire d'appeler à chaque fois pour même dire, en fait, si vous êtes en retard, c'est pas grave, essayez de venir, quoi.